Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour We on the Pitch pour rencontrer quelqu'un de très connu dans l'univers médiatique français, celui qui vous fait vibrer avec son accent argentin, celui qui vous fait vibrer sur le jeu que vous adorez tant, FIFA. Je parle bien sûr d'Omar Da Fonseca. Donc nous jouons tout le temps, les lundis et jeudis, depuis presque 15 ans. On a fait plusieurs stades, on est à Issy-les-Moulineaux, parce que le but, c'est le mot jouer, mais pas que. Sinon, de se rencontrer, on s'invite à des amis, ramène à des amis, tout le monde peut y participer, on est ouvert, et ça fait partie de ce qu'on croit dans la vie, où voilà. Et toi, tu es à la baguette de tout ça, du coup tu prends le matériel, les chasubles, les ballons, tout ça. Exactement, je gonfle les ballons, je réserve, je fais les équipes, je me fais gueuler, parce que je suis le plus vieux et le plus mauvais malheureusement, parce que je suis rafistolé physiquement, j'ai des prothèses, bon bref, on va donc... Qui c'est qui lave les maillots? Moi-même. Oui. Après, je mets pour que ça sente bon, toi, je les fais sécher. L'adoucissant. Absolument. Donc, parce que ça fait partie, je dis tout le temps, je vais souvent en Espagne, ailleurs, en Argentine, des fois on va dans un endroit et on a envie d'y être, parce qu'on sait qu'ils vont passer un bon moment, la vie ce n'est que des moments. Nous, la plupart, on aime jouer, le jeu, il faut le mettre toujours en avant. On peut jouer à tout, au domino, aux échecs, au padel, au tennis, au basket, au rugby. Il faut jouer. Le jeu, c'est le plus proche dans la vie où on sent des émotions. La voix officielle de FIFA. Alors Omar, comment tu organises tes journées avec FIFA? Ça te prend du temps? Oui, parce que c'est un système qu'à la base je ne connaissais pas trop, parce que je ne joue pas, je n'ai pas de difficultés à le dire. Et il faut savoir qu'il y a une répétition des phrases très souvent, si j'ose dire, répétitives, parce que il faut dire il a frappé par-dessus à la 25e minute, à la 30e minute, pour plusieurs milliers de joueurs, etc. Donc, et disons que la voix et l'énergie, ça se dépense facilement, et surtout ça. C'est des longues journées Ça, plus Beansport, plus les sollicitations, plus les foot comme on a vu tout à l'heure. Ça fait des choses. Je suis un vieux monsieur, donc je dis tout le temps, le temps se consomme, mais surtout la fin approche. Donc, on profite alors. Absolument, il ne faut pas trop dormir, il ne faut pas trop se reposer. Omar Da Fonseca, 64 ans très bientôt malheureusement, argentin de nationalité mais français de vie, d'habitude même, lié au sport et au football, parce que j'ai toujours joué, j'étais agent, j'étais dirigeant, j'étais joueur professionnel, donc j'ai touché un petit peu à tous les corps de métier, et maintenant j'ai le privilège de faire le métier, je dis que c'est le plus beau, parce que je ne risque pas de me blesser, je suis souvent dans les stades magnifiques, dans la place qu'il faut, je peux raconter des bêtises sans que j'ai des problèmes pour pas jouer le prochain match, etc. Donc, comment tu as vécu ta carrière justement? Et il faut se dire que moi je viens d'un pays où le football représente, souvent on le lie même à la religion, à une espèce d'abnégation. Tout le monde en Amérique du Sud et en Argentine surtout parle, mange, dort, écoute le football. Des fois on a du mal à pouvoir le rationaliser, ça, parce que c'est dans la démesure. Et la manière comment ils parlent, comment ils idolâtrent, et comment c'est vraiment un autre monde. Donc pouvoir avoir été professionnel déjà en Argentine, en passant par... J'en ai fait, je ne sais pas combien de détections, je me suis fait virer, je ne sais pas combien de fois. Et dans une époque où il faut que les moins de 25 ans, ils ne peuvent pas connaître. En Argentine, il n'y avait pas de transport, j'ai dormi par terre, on n'avait pas de chaussures, c'était vraiment quelque chose d'autre. Et le jour où j'ai eu la possibilité de venir en Europe, et c'est quelque chose que, pareil, en Argentine, on le rêve, on le désire tellement que quand la fenêtre s'est ouverte, je crois que j'ai accompli de mes buts et peut-être, oui, de mes rêves. Quel est pour toi ton club favori justement dans ton pays natal? En Argentine, quand on est dans un quartier,
on est forcément lié à un club. Parce que moi, je suis de Buenos Aires, donc à Buenos Aires, il y a 14 équipes en première division, il y a une vingtaine en deuxième, et il y a 30, c'est la ville où il y a le plus de stades. Il y a des stades, il y en a 2 stades Independiente Racing à 200 mètres de distance, plus que Londres. Plus que Londres, c'est déjà prouvé. Donc du coup, Messi, qui se retrouve à l'Inter Miami, dans le club de David Beckham, a récemment dit qu'il était très heureux, qu'il retrouvait du plaisir à jouer outre-Atlantique, pardon. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que justement il retrouve ce plaisir du football, ce côté un peu familial, ce football plaisir tout simplement qu'il n'avait pas à Paris, certainement à cause de la pression qu'il avait, et puis tout l'univers médiatique qui tournait autour? Lorsqu'on est un sportif de haut niveau et qu'on a déjà acquis plein de choses, pouvoir dire à un moment donné que la difficulté, que la pression, que la tristesse, des fois il y a des mots forts. Moi je dis souvent dans le football, c'est pas grave. La gravité est ailleurs, hein, vous savez, il y a des maladies, des morts, etc. Donc dans le foot, il y a des choses importantes, mais la gravité, ça se passe toujours ailleurs. Donc des fois, quand quelqu'un il se met dans une situation de je ne suis pas bien, etc., c'est normal. Tout le monde a un côté d'un état de vie et de moins bien. Hein. Des fois, on est dans un peu en dedans, comme on dit. Voilà, ça existe. Mais de l'autre côté, c'est évident que son choix, je crois que c'est le meilleur parce qu'à partir du moment où il rentre dans une étape de sa vie, de 36 ans, et encore une fois, en ayant déjà tout accompli, tout vécu, tout fait, et peut sans problème, et à un moment donné, se donner le choix, bien sûr. Et tout en jouant au foot, parce qu'il va continuer à jouer. Bon, c'est sûr, l'adversité, l'exigence et la qualité, oui. Oui, mais, en ce moment, mais je crois que l'adversité, on voit qu'il y a moins de pression, le niveau est... L'intensité inférieure. Mais bon, s'il s'est fait plaisir, il nous fera à nous, parce que moi je reste toujours dans cet attrait de ce genre de joueurs qui marquent une époque, qui sont complètement passés à être des icônes. Je crois qu'il y aura beaucoup d'enfants qui auront des posters dans leur chambre. Une légende, quoi. Absolument. Un joueur unique, est-ce que ça va être difficile d'en faire un comme lui, parce qu'il est unique? Et un jour, j'ai dit, j'espère qu'on pourra le procréer, hein, qu'il y aura... J'ai dit, je ne sais pas, vous pouvez le couper après, mais j'ai dit, un jour, il faudra trouver le spermatozoïde qui a fait Messi, comme ça, on puisse, dans les générations qui viennent... Trouver le génie, Ouais, exact. Parce que tu es consultant à Beansport, tu es passé chez Canal+, bien sûr. Tu en as commenté des centaines des matchs. Est-ce qu'il y a un match qui te marque? Le match que tu as préféré commenter dans ta vie? Celui qui t'a donné le plus d'émotions, le plus de frissons? J'ai un privilège terrible parce que je fais déjà 3 coupes. Bon, je n'ai fait des Coupes du Monde, je ne sais pas combien, avec Canal et tout. Donc je n'ai fait des joueurs, je crois qu'à Bein, on en a fait déjà 3. Je fais des championnats d'Europe, je fais les éliminatoires de la Coupe d'Amérique du Sud, je fais plein de matchs de Champions League. Donc je ne veux pas me cantonner à dire. Il y a des passages que je ne me souviens même plus sur quel match était. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'en commentant des matchs, en étant une espèce d'accompagnement exact. Moi, je dis, c'est pas... On est comme la musique dans un film, on ne fera jamais que le match soit meilleur ou pire, on est une espèce d'accompagnement encore. Donc, je sais que j'ai passé plusieurs fois dans des états où ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti m'a fait vivre, oui, une espèce d'adrénaline. La chance de ce métier-là, c'est de commenter à chaque fois des matchs différents avec des scénarios différents, donc qui procurent des émotions à chaque fois variées. On ne sait jamais ce qui peut se passer parce que c'est suspense à chaque fois dans le match. Chaque match réserve son suspense. En plus, je sais pas, moi quand je dis tout le temps, des fois il y a des matchs que tu te dis bof, ça sera, mais après quand le ballon il commence à rouler, peu importe, des fois tu as un joueur qui t'épate, tu as des gestes, tu as des choses, tu as des scénarios, tu as des comportements. Bien sûr. Il y a toujours des choses qui nous font d'abord interchanger et ensuite qui nous ramènent à des situations de vie, à des situations de... Bon, nous on sublime tout le temps le football parce qu'on est lié, moi je dis tout le temps, moi je crois que ma maman m'a donné la vie et le football il me l'a fait vivre d'une manière
oui, où j'ai tout appris, tout fait, parce que je crois que L'école de la vie. si j'avais pas eu ce ballon rond, je ne sais pas si j'aurais vécu, on ne sait rien, on ne sait jamais, mais je ne sais pas si j'aurais vécu ou apprécié ou emmagasiné autant de choses que le football et que les transmissions et qu'en étant joueur et en étant dans des clubs, j'ai vécu de très bonnes et de très mauvaises choses dans tous les métiers ou dans tous les états que j'ai passés. Ah bah alors justement, toi qui es sportif, qui a la forme, à 63 ans, bientôt 64, comme tu as dit tout à l'heure. En octobre, je on passe à la trappe. On le dit pas. Est-ce que pour toi, le football, c'est le meilleur sport du monde? Est-ce que pour toi, c'est le truc le plus beau qui existe? Je ne me permettrai pas de dire ça parce que c'est un jugement, une certitude qui n'est pas facile à pouvoir la soutenir. Or, la seule chose que je dis, c'est que je l'ai vécu plusieurs fois, avec le football, avec une balle, tu vas dans n'importe quel coin du monde avec une balle. Je l'ai fait un jour au Machu Picchu. J'étais tout seul avec un copain et on était sobre et donc on avait amené un ballon. Ouais. Et on a fait dans son Machu Picchu, dans un terrain complètement en pente, c'était un désastre. Et je lui ai dit, tu verras, si on commence à jouer, tu verras que les gens, bon c'était l'Amérique latine, etc. Mais en plein, tu vas dans une plage, tu vas dans n'importe quoi et tu n'as besoin de rien. Tu as besoin de faire une cage avec deux morceaux d'un pull. Et je veux dire, la facilité et la universalité est planétaire, l'idée du football maintenant. Le football est devenu... C'est le sport le plus accessible. Exact. Donc ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. La recrue idéale pour toi au Paris Saint-Germain. On voit que chaque été, c'est un mercato qui est compliqué. Il y a beaucoup de spéculations autour du club parce que forcément, c'est un club qui est très suivi ici. Et puis on est en région parisienne, donc qui plus est, nous, on en entend encore plus parler. Pour toi, qui a un œil d'expert, qui regarde la Liga, qui regarde les autres championnats, qui regarde le football depuis X années, quel joueur pourrait être un élément principal au Paris Saint-Germain? La recrue idéale. J'ai dit qu'un jour, il faudrait, ils m'ont posé la question, quel joueur tu voudrais cloner? Que si tu as une équipe, lequel joueur tu prends pour en avoir 10 pareils, 10 autos? Et j'avais dit Modric, il y a quelques années, parce que pour moi, Modric représente ce joueur qu'on le considère d'une espèce de complexité et en même temps en étant complet. Il peut défendre, il peut attaquer, il peut faire jouer, il peut dribbler, il court. Voilà. Il est dans 9-10 points tout le temps, et sur 10. Hein. Et en étant aussi un être humain, un fair play. Je crois qu'un jour j'ai dit, c'est le mec le zéro défaut. Oui, dans mon équipe, bon, moi je suis argentin, Maradona, je ne peux pas le laisser, mais dans les 30 dernières années, Modric. Donc si on s'est dit que Paris Saint-Germain, il faudra qu'on fasse, etc., et c'est sûr que c'est évident qu'il faut trouver ce joueur qui... Un type de joueur qui ressemble à Modric. Ouais. Bon, c'est sûr que Bernardo Silva, ça aurait été un peu l'idéal. Moi, je suis pour que les grandes équipes aient des créateurs, voilà, un ou deux ou trois. Plus tu associes des joueurs qui ont une espèce d'amitié et de relation avec le foot et une espèce de complicité. Moi, je dis que quand la plupart des joueurs ils s'entendent, ils sentent le même football, et forcément... c'est ça qui est un peu dommage avec Neymar, parce qu'on s'attendait à ce que ça se passe comme ça, justement. Et les blessures, etc. Ah non, mais après, il y a toujours pareil, dans le football, et ça existe l'équation de ce qu'on appelle capacité-performance. Bien sûr. Souvent, il y a beaucoup de joueurs qui ont une capacité énorme et la performance n'est pas dans le même niveau. Oh, inversement, souvent, il y a des joueurs qui développent, je dis tout le temps, un joueur comme Matuidi. Matuidi, c'est un joueur qui, des points de vue performance, il était au top en ayant des capacités plus limitées. Quel joueur actuel te hype le plus en Europe? Celui qui te donne le plus de frissons? Tu peux en dire 2-3 si tu veux. Bernardo Silva, c'est partie de ces trois-là, oui. C'est un joueur qui m'est... Je sais pas, au début, Foden, je l'ai vu faire quelques... je sais pas, Mahrez aussi, par à coup, moins de régularité, mais... Tout à Manchester City. Ah oui, parce que c'est un effectif qui est très bon, c'est vrai. Bon, non, mais Mbappé, par ses qualités de débuteur, il faut se dire que... Ce mec, il a 22-23 ans, il a déjà tout exploré, donc évidemment que
c'est quelqu'un que je vais aller voir jouer. Je veux dire, moi je dis tout le temps pour qui je veux bien acheter une place pour aller voir jouer. Je me pose toujours la question. Donc, parce qu'encore une fois, moi des fois on me dit oui mais lui quel joueur, etc. Et moi s'il faut rentrer dans les statistiques, qu'il faut qu'il court trop, qu'il gagne des duels, qu'il fasse ceci, qu'il faut que je lise des numéros, moi ce que je veux c'est ce que je ressens. Ce que tu ressens, absolument. Quand on met mes épaules ils vont vers l'avant. Là je me suis dit ce mec là il a fait décoller des sièges. Absolument. Que penses-tu de ce qui se passe en Arabie Saoudite en ce moment? Est-ce que tu penses que ça dénature un peu le marché? Est-ce que c'est bien pour le football? Est-ce que tu penses que c'est pas un peu dommage que tous ces joueurs justement de grande renommée... Le football est devenu une industrie, une grosse industrie. Tout à l'heure on a employé les mots planétaire, universel. L'Europe a été une puissance pendant des années. La Chine a voulu le faire il y a quelques années en arrière. Ouais. L'Inde, il avait aussi exploré un peu avec moins de moyens. Donc, pourquoi pas l'Arabie Saoudite? Qui dit industrie, il dit forcément essayer d'attirer des choses parce que le football génère un côté passionnel, mais un côté aussi où les gens vont consommer des spectacles, des pubs, des matchs, des compétitions. Donc, je dis tout le temps, nous en Amérique du Sud, et pendant des années, des décennies, tous les grands joueurs d'Amérique du Sud, ils venaient jouer en Europe. Mais moi-même, je le répète, je n'ai pas de problème. Quand je suis venu ici, moi je ne suis pas venu pour visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Hein. C'est parce qu'économiquement, la situation était plus avantageuse. Bien sûr. Donc, quand tu as 20, 21, 22, 23 ans, demain tu auras la possibilité d'aller dans une chaîne beaucoup plus importante. Tout à fait. On est plus ou moins éduqué à travers une réussite, oui, ça peut être financière, professionnelle, d'éthique, etc. Dans l'actu en ce moment, on a vu que Thierry Henry était le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Est-ce que pour toi, tu la vois d'une bonne œil cette arrivée? Est-ce que c'est une bonne chose pour les jeunes footballeurs français? J'ai envie de dire que oui, parce que je crois que lui, il représente des choses. Donc quelqu'un qui représente des choses, il y a forcément un crédit, il y a forcément une... En plus, si lui, il veut le faire, c'est ce qu'à un moment donné, je dis, ah bon, il va aller. Je pensais qu'il voulait aller entraîner encore un grand club en Europe. Oui. Lui, il a quand même des portes ouvertes, je pense, ailleurs. Donc, il s'est mis un peu en défi. Après, pareil, moi, je commence l'influence, la valeur des entraîneurs, je me pose beaucoup de questions. Bien sûr. Plus ça va, les entraîneurs, ils sont bons. Parce que moi, je regarde beaucoup de football mondial. Oui. Je regarde le Mexique, en Argentine, au Brésil. Et partout, les entraîneurs, ils se font virer. Après, ils reviennent. Après, ils sont bons dans un autre club. Après, ils réussissent. Après, il y en a un qui n'a pas réussi dans un grand club. Alors, ils amènent un jeune. Est-ce qu'on ne donne pas assez de crédit et pas assez de temps aux entraîneurs? Toi, tu penses qu'on ne donne pas assez de temps? J'en sais rien, mais des fois, on donne du temps et après, ils ne réussissent pas non plus. Hein. Bien sûr. Et l'autre jour, je lisais un article, il disait qu'Ancelotti, il s'était fait virer 8 fois, je crois. Ouais, et pourtant. Donc, Mourinho 7, je sais pas, bon, je vais pas vérifier, je sais pas si c'était. Mais pour te dire qu'aujourd'hui, le foot aussi, on veut écarter le hasard. Pour moi, le hasard fait partie, c'est une addition. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais la notion des groupes, c'est tellement aussi fragile. Guardiola c'est pour moi le meilleur entraîneur parce qu'il n'y a que lui, moi, qui transmet quelque chose, qui a une vraie manière de t'expliquer, qu'après, bon, Bielsa pareil, moi parce que sinon, souvent je vois des matchs, tu ne sais pas si c'est qui Paul Pilojac qui est l'entraîneur, des fois je ne connais pas l'entraîneur, je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas. Est-ce que si Guardiola demain il va entraîner la Lazio et il va pouvoir faire la même chose. Je ne sais pas, donc pas sûr. Moi, je lis des fois tellement de choses. Ouais, il disait qu'il partait en déplacement et que le staff, il était composé de, je sais pas, presque 30 personnes. Oui. Il y avait 16 ou 20, je sais pas, 20 joueurs et 30 personnes du staff, tu vois. Des kinés, des podologues, des ostéopathes, des je sais pas quoi, des préparateurs mentaux, de toute une série. Et ces gens-là ont aussi une influence, une incidence sur le joueur. Il y en a qui va dire, écoute, joue, comme pendant que tu te fais masser, si tu peux essayer de lui donner à Paul, et l'autre il va... Dernière question. Le feuilleton Mbappé a duré depuis le début de l'été. Dès qu'il a commencé le mercato, on a entendu parler du feuilleton Mbappé. Est-ce que pour toi, il va rester? Et si oui,
Préfères-tu le voir à Madrid ou à Paris? Bon, ça aussi, depuis déjà l'année dernière, j'avais parié beaucoup parce que j'ai dit qu'il n'allait pas partir. Oui. Pour moi, il ne va pas partir non plus. D'accord. Et ça serait une grosse perte. Et personnellement, moi, j'avais dit même, j'avais été invité dans une émission en mai, il y a 2 ans, etc. Et de temps en temps, on me le fait repérer et je dis qu'il ne faut pas qu'il parte parce que et aujourd'hui, on parlait d'icônes, des légendes, des génies, de tout ce que tu veux. Lui, il représente, il sait le porte-drapeau de ce sport, le foot français, la France. Et je suis large dans cet aspect-là parce que oui, et Paris Saint-Germain ont cette possibilité. Donc, il faut, oui, faire des efforts. Il faut, je ne sais pas, et je crois que les gens ils vont essayer de s'entendre, évidemment, qu'il y a une valeur économique, ça il ne faut pas se le cacher, je ne connais rien, je ne sais rien, je ne veux pas m'en occuper, savoir, je veux dire. Mais en même temps, et je suis pour que un jour, je dis, ça serait bien qu'on puisse lui faire un jour une statue à côté de la Tour Eiffel, parce qu'il a gagné la Champions, parce qu'il pourra gagner la Coupe du Monde encore. Une icône. Parce que, voilà. Parce qu'en plus, pour moi, c'est sûr, il y en a des gens qui font des bémols, d'accord. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui représente un mec qui est sain, qui parle bien. À moi, il me transmet un sourire, sa manière de joueur, et c'est une manière de joueur optimiste. C'est un optimiste du but, c'est un sourire, il a du talent. Et donc, moi, ces gens-là, moi, je préfère les avoir le plus proche. Et évidemment qu'après, un jour pourra, oui, s'en aller ailleurs, etc. Mais je crois qu'il a plein d'autres choses à accomplir. Interview avec Omar Da Fonseca terminée. Merci pour ces anecdotes, merci pour le savoir, merci pour ta vision du football. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite? De continuer à vivre des matchs incroyables? Oui, que la fin arrive le plus tard possible et qu'on puisse se rencontrer. On est dans ce monde, dans le même endroit au même moment pour pouvoir justement se côtoyer et partager.